Salut l'équipe, j'espère que vous allez tous très bien, et surtout que vous êtes bien installés parce qu'aujourd'hui c'est la vidéo finale de mon top 100 NBA 2024. Et ouais, cette fois-ci on s'attaque aux dernières places de ce ranking, les places 10 à 1, l'élite de l'élite, la crème de la crème, c'est comme vous voulez. On parle des joueurs qui dominent la ligue tout simplement, les vrais game changers. Si vous avez manqué les épisodes précédents, pas de panique, tout est là, et comme d'habitude j'ai tout organisé dans une playlist complète, où vous pourrez retrouver chaque joueur de ce top, histoire de comprendre pourquoi il occupe telle ou telle place dans le classement. Vous vous en doutez, je ne vais pas revenir sur chaque décision ici, donc allez checker les vidéos précédentes si vous voulez tous les détails, toutes les explications. Après, petit rappel rapide mais nécessaire, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, rappelez-vous que ce classement représente une photographie du niveau des joueurs maintenant, en septembre 2024. On ne parle ni du passé ni du futur, mais bel et bien de qui est au top en ce moment même. Du coup, on met de côté l'âge, le contrat et même le potentiel. Ce qui m'intéresse, c'est qui peut faire gagner une équipe maintenant, tout de suite. Et puis pareil, comme d'habitude, je ne me suis pas contenté de regarder qui produit les meilleurs stats bruts pour organiser et élaborer ce ranking. Bah ouais, ce serait trop facile. J'évalue le talent pur, la polyvalence, le QI basket, qui est capable de transformer une team maintenant, tout de suite. Qui est le meilleur en fait, tout simplement, c'est la seule question qui m'intéresse. Par contre, vous l'imaginez, avec de tels critères, il s'agit d'un classement purement personnel, 100% subjectif. Ça va débattre sec dans les commentaires, je le sais, et c'est plutôt cool. Par contre, je le répète, mais c'est nécessaire, quand vous le ferez, je vous demande de faire preuve d'un maximum d'ouverture d'esprit, notamment entre vous. Je sais que plus on avance dans le top, c'est le cas chaque année, et plus les émotions vont prendre le dessus, mais ce n'est pas une excuse. Les critiques sans réflexion seront ignorées, voire même supprimées. Tout ça, c'est non donc. Par contre, j'ai hâte de lire vos points de vue et vos analyses plus réfléchies. Bah ouais, quand même, il faut pas oublier qu'on est là pour débattre. Bref, fini pour les disclaimers, il y en a déjà beaucoup trop. Alors maintenant que tout est clair, ne perdons plus de temps. Qui sont les 10 meilleurs joueurs NBA à l'heure actuelle selon moi ? Aujourd'hui, commençons par Kevin Durant avec la place 10, moins une place pour lui. Ouais, KD, on ne va pas y aller par 4 chemins, on parle de l'un des meilleurs scoreurs de la planète, peut-être même de l'histoire. Ses stats sont déjà hyper significatives, tourné à plus de 27 points, 6 rebonds et 5 passes, avec une efficacité incroyable au tir au vu de son volume, c'est juste exceptionnel. À presque 36 ans, maintenir ces chiffres sur 75 matchs de saison régulière, c'est une performance de très haut niveau. Non, là où ça coince pour lui, on va le dire direct, c'est dans les résultats collectifs dernièrement. Les Suns ont beau avoir une équipe très chargée, Kevin Durant n'arrive pas à les mener assez loin en post-season, en tout cas à mes yeux. Individuellement, impossible de lui retirer son statut de joueur élite, mais ce qui m'interpelle, ce sont ses éliminations précoces en playoff, et notamment ce sweep au premier tour cette année face aux Wolves. Ok, ce roster des Suns manquait d'équilibre, mais l'excuse ne me suffit pas. Je suis sûr que le KD de 2021 qui était en mission avec les Nets existe toujours, mais ce qui m'embête, c'est que ça fait beaucoup trop longtemps qu'on ne l'a plus vu. Le poids des années se fait peu à peu ressentir chez lui, et c'est normal, et je ne le trouve plus autant dominant qu'avant des deux côtés du terrain. Alors oui, son talent individuel lui permet de rester dans le top 10, pas de soucis, mais son incapacité à mener une team comme Phoenix plus loin qu'un premier tour ou qu'un deuxième tour le pénalise forcément un peu. L'ailier a beau rester l'un des talents les plus phénoménaux de l'histoire de la NBA, impossible aujourd'hui de ne pas avoir l'impression qu'il est sur le déclin. Logique encore une fois au vu de son âge dira-t-on, et cette baisse d'une petite place s'explique en grande partie, selon moi, pour ces raisons. À la place numéro 9, on retrouve LeBron James maintenant, qui gagne 3 places par rapport à la saison dernière. Là, je le sais, comme chaque année, quand je vais parler de lui, ça va ruer dans les brancards, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Et là, ce qui va vous surprendre sûrement, c'est qu'à 39 ans, je le fais progresser dans mon top par rapport à l'année dernière, alors que collectivement, il a fait une moins bonne saison que la précédente. Mais maintenant, soyons honnêtes. Petit 1, l'année passée, j'avais sûrement été trop sévère le concernant, et petit 2, LeBron James continue de défier le temps. Ok, en playoff, il n'a pas passé le premier tour cette année, mais sur les 5 petits matchs qu'il a joué face à Denver, il a quand même brillé de 1000 feux, en tournant à près de 28 points par match, mais aussi en terminant à la fois meilleur passeur et meilleur intercepteur de cette post-season. Et oui, on n'en parle pas assez à mon goût. Alors ok, j'ai l'habitude de dire que faire des chiffres sans gagner ça ne sert à rien, mais il ne faut pas oublier que l'année d'avant, ce genre de prestation avait tout de même permis à sa team d'atteindre les finales de conf. Ce n'est pas rien ça non plus. Ici, je ne prends pas l'âge en compte, je le répète sans arrêt, et pourtant il faut être franc, beaucoup de joueurs en NBA aimeraient avoir un prime aussi
aussi haut que le niveau d'un LeBron James de presque 40 ans. Bah ouais, c'est pas juste une question de longévité, il a encore posé une saison à 26 points, 8 rebonds et 7 passes de moyenne en 71 matchs disputés, c'est monstrueux. Et plus que les chiffres, c'est sa capacité à adapter son jeu qui m'impressionne. On parle d'un gars qui n'est plus aussi explosif qu'à ses plus belles heures et qui pourtant trouve toujours le moyen d'être décisif. Et même, entendre que ses qualités athlétiques ont diminué, je veux bien, c'est réel, mais il faut se rendre compte ça aussi, elle reste bien plus haut que la moyenne, elle reste élite ou pas loin. Encore et toujours, il est capable de faire des actions spectaculaires, des chase down blocks, de gros dunks qui donnent l'impression qu'il a 10 ans de moins. Ok, c'est impressionnant, mais là où LeBron, selon moi, se distingue le plus, et où il est unique, c'est dans la gestion de ses efforts. Il choisit ses spots avec une intelligence de jeu inégalée, ce qui lui permet de rester ultra efficace malgré l'âge. Sa vision du jeu reste une arme redoutable, presque du jamais vu pour un joueur avec un tel physique. Il sait s'adapter, jouer des deux côtés du terrain, orchestrer le jeu, et possède toutes les clés pour faire tourner une équipe. Je n'ai pas peur de le dire, en termes de QI basket, il est probablement l'un des tout meilleurs de l'histoire, voire même le meilleur. Et pourtant, une question qui m'interroge constamment demeure. Est-il toujours capable de mener une équipe vers le titre? Probablement pas comme avant, et ne nous mentons pas, son impact en défense a quand même bien réduit. Ceci dit, selon moi, il reste l'un des joueurs les plus influents de la ligue pour une équipe, et ça pèse. Le King continue de repousser les limites du possible, et sa capacité à impacter le jeu dans tous les secteurs, encore aujourd'hui, me paraît assez irréelle. Le mec allie physique, technique, expérience et science du jeu, et tous ces domaines, il les a repoussés proches de leurs limites. Après, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, ça c'est autre chose, et je peux comprendre, mais si l'on parle de niveau à l'instant T, désolé, mais pour moi, aujourd'hui, LeBron James, c'est top 9 en NBA. On continue avec de très gros noms et Stephen Curry maintenant pour la 8ème place, moins 5 rangs pour lui. Ceux qui s'apprêtent à crier au scandale, tranquille, encore une fois comme d'habitude, je vais vous expliquer mon point de vue. Déjà soyons clairs, Curry reste un phénomène, même à 36 ans. Il est encore un magicien avec le ballon, capable de renverser un match en une fraction de seconde, grâce à son tir et son génie offensif. Même si ça ne compte pas ici, ce qu'il a fait en finale des JO face à la France témoigne bien de ce genre de capacité. Sa saison à plus de 26 points et 5 passes à 41% derrière l'arc est tout sauf anodine. En plus, les blessures ont eu l'air de le laisser plutôt tranquille la saison précédente, ce qui est plutôt rassurant pour un joueur de son âge. On parle quand même d'un joueur qui la saison passée a terminé dans la All-NBA Third Team et qui a remporté le trophée de Clutch Player of the Year. Ce n'est pas la folie, mais ça reste des trophées qui comptent un minimum. Bref, même dans une saison en dessous de ce qu'il a pu montrer par le passé, il reste l'un des meilleurs scoreurs et créateurs de l'histoire de ce sport. En fait, et là où ça coince un peu, et c'est ce qui explique sa chute dans mon classement, c'est au niveau de la compétitivité de sa team. Golden State, malgré les efforts du chef, n'a pas réussi à faire les playoffs cette année, et même si Curry, à titre individuel, est resté brillant, son impact s'est moins fait ressentir sur les performances collectives. Heureusement, on se rappelle de son run de playoff 2023 et son Game 7 de légende face aux Kings. Tout ça vient prouver que sur la plus grande scène, il est toujours capable d'atteindre l'excellence. Mais mon souci principal avec ça, c'est que sur l'ensemble de la saison, même individuellement, il a fait preuve de plus d'irrégularité qu'à son habitude. Maintenant, je suis tatillon, je suis sévère, parce qu'il reste un joueur très fort, mais c'est normal d'avoir de grosses exigences maintenant qu'on est dans le top 10. Je suis bien conscient que Curry reste un joueur unique. Son tir, son handle, sa capacité à s'adapter à toutes les situations sont sans égal. Il a redéfini la manière dont on joue au basket, et même à bientôt 37 ans, il reste un cauchemar pour les défenses adverses. C'est bien pour ça que je n'ai jamais pensé à le sortir du top 10. Alors, il descend un peu, certes, mais cette belle place est quand même amplement méritée, en tout cas à mes yeux, tant son talent est immense. Passons maintenant à Anthony Edwards, qui arrive en place 7 pour gagner 9 places par rapport à la saison dernière. Le bond est impressionnant. Avec des stats en 26-5-5 en saison, sur 79 matchs joués, en peu de temps, à seulement 23 ans, il a déjà réussi à s'imposer comme un joueur incontournable en NBA. Le jeune homme a déjà pris le contrôle des Timberwolves, une équipe pourtant bien loadée et bien compétitive, prouvant très rapidement qu'il n'était pas seulement le futur de la franchise, mais aussi son présent. Et ce qui fait la grosse force d'Anthony Edwards, c'est avant tout sa polyvalence offensive. Capable de scorer de toutes les manières possibles, en pénétration, en pull-up, à mi-distance ou à 3 points, toujours avec une adresse très correcte, il a démontré qu'il pouvait porter une équipe loin en play-off. Et en play-off, justement, il a encore franchi un cap, et ça, c'est justement ce que j'ai trouvé hyper fort. Sur les 2 premiers tours, il a affiché des moyennes de folie, à près de 29 points par match, à plus de 50% au tir et près de 40% à 3 points. C'est un Edwards en mode supernova, qui a mené les Wolves jusqu'en finale de conférence, éliminant même les Nuggets, champions en titre, au passage. Ce n'est pas rien ça non plus. Certes, avec Minnesota,
Minnesota, il a fini par s'incliner en finale de conf, mais même là, il a montré des qualités dignes d'un joueur d'exception. Ses capacités athlétiques hors normes, combinées à son sens du spectacle, font de lui une véritable machine à highlights. Ajoutez à ça une défense qui peut devenir redoutable quand il le décide, et on commence à comprendre pourquoi les comparaisons avec Michael Jordan peuvent paraître de moins en moins farfelues. Par contre, s'il y a un domaine où Ant doit progresser, c'est dans sa prise de décision, la capacité à jouer pour les autres, la gestion des temps faibles, et donc, grosso modo, sa régularité et son impact dans tout le collectif. Contre Dallas, la défense l'a forcé à jouer davantage en tant que playmaker, et dans ce registre, certaines de ses limites ont été exposées, mais bon, soyons clairs, à seulement 23 ans, ses lacunes sont limite normales, et c'est ça qui fait peur. Anthony Edwards va mûrir, c'est obligé, et il est encore loin d'avoir atteint son full potentiel. Alors oui, cette place numéro 7 peut paraître précipitée au vu de son âge, quand on le voit devant des légendes comme LeBron, comme KD ou comme Curry, mais je l'assume. Mener une équipe en finale de conférence comme il l'a fait, pour moi, ça doit obligatoirement être mis en valeur, et au vu de ses qualités, au vu de son potentiel, et surtout au vu de son rythme de développement, j'en suis à peu près sûr, le top 5 lui tendra très vite les bras. Place numéro 6 maintenant pour Joel Embiid qui perd 2 places par rapport à la saison dernière. Pourtant, sur le papier, il est difficile de nier la saison impressionnante du MVP 2023. 35 points par match, 11 rebonds, presque 6 passes et une efficacité de 53% au tir. Quand on parle de production chiffrée, peu de joueurs peuvent rivaliser avec Embiid en NBA. Néanmoins, plusieurs raisons me poussent à faire preuve de sévérité avec lui. La première et la plus évidente pour moi, c'est son tout petit nombre de matchs joués. 39 encore la saison passée, c'est beaucoup trop peu. Bah ouais, c'est moitié moins comparé à certains qui le devancent dans ce top, et surtout c'est loin d'être la première fois que ça arrive. Pour moi, un joueur qui aspire à dominer la ligue doit être capable d'enchaîner les matchs, et c'est là où le pivot pêche encore. Il a beau être l'un des joueurs les plus dominants en NBA quand il est en forme, le problème c'est qu'il n'est pas assez souvent en forme, et encore moins quand ça compte vraiment. Vous avez le souvenir d'une campagne de playoff que Joel aurait abordée en pleine santé, en pleine possession de ses moyens? Moi non. Et ce qui m'interpelle à ce propos, je ne vais pas hésiter à mettre les pieds dans le plat, c'est sa condition physique. Embiid semble toujours être en léger surpoids, et on ne peut pas s'empêcher de se demander ce qu'une version plus affûtée de lui pourrait accomplir. À chaque fois qu'il a eu l'occasion de se reposer un peu, il est revenu plus dominateur que jamais. Sauf qu'une saison NBA, c'est 82 matchs, un total sûrement trop élevé pour les 130 kilos du Camerounais. Et forcément, c'est là qu'on va parler de ses résultats en playoff. Aussi dominant soit-il depuis le début de sa carrière, jamais il n'a pu passer le second tour. À chaque fois, il arrive blessé, épuisé, et même si statistiquement les chiffres restent corrects, les faits montrent qu'avec des défenses plus physiques, qui le ciblent davantage, et des arbitres qui de leur côté sifflent moins facilement, son impact sur les résultats de son équipe diminue. Et de l'autre côté du terrain, c'est pareil. Malgré des qualités et des outils naturels en défense, son investissement n'est pas toujours à son paroxysme. Bah ouais, quand t'es déjà oxy après à peine 12 minutes de jeu, difficile de continuer de courir après tous les attaquants et de se jeter sur tous les ballons. En définitive, Joel Embiid a probablement des qualités jamais vues chez un pivot. Il mixe une puissance et une agilité qui, quand il est en forme, le rendent quasiment indéfendable. Mais voilà, tant que cette forme ne se maintiendra pas davantage sur la durée, il lui sera compliqué d'aller flirter avec les meilleures élites de la ligue, qui, elles, ne sont pas en vacances début mai, et bien souvent jouent le titre en juin. Voyons maintenant si l'arrivée de Paul George à Philly pourra lui permettre d'être soulagé et permettra à Philadelphie de renverser la tendance. Sans ça, en tout cas à mon sens, il sera compliqué de l'imaginer rester durablement dans le top 5, malgré ses performances individuelles et son impact hallucinant. On arrive à la 5e place de ce classement maintenant avec Jason Tatum qui grimpe d'une place par rapport à l'an passé. D'abord, posons le contexte. Tatum a encore sorti une saison monumentale avec des moyennes de 27 points, 8 rebonds et 5 passes par match. Il est un joueur ultra complet, capable d'impacter le jeu des deux côtés du terrain, sans jamais avoir à forcer. Sa polyvalence, son impact défensif et sa maturité sur le parquet à seulement 26 ans sont des facteurs qui, direct, me donnent des arguments pour le propulser dans les hauteurs de ce ranking. Et puis ok, il n'a pas remporté le trophée de MVP des finales, mais ses playoffs, parlons-en quand même. Ça me va de dire qu'il n'a pas forcément été le meilleur joueur de Boston durant la série face à Dallas. Ceci dit, sur l'intégralité de la post-season, il a mené sa team non seulement au scoring, mais aussi au rebond et aux passes décisives. On pourra dire ce que l'on veut, son importance a été primordiale pour permettre aux Six d'aller décrocher leur 18e bague. Alors avec tout ça, pourquoi ne pas le classer encore plus haut? Eh bien c'est parce qu'il y a un petit bémol qui m'embête, et c'est là qu'est toute la complexité de son cas. En effet, malgré ses statistiques impressionnantes, l'efficacité de Tatum a été un sujet d'inquiétude pendant tous les playoffs, et encore plus en finale. Avec seulement 42% au tir et 28% à 3 points sur l'ensemble de cette post-season, il a connu de longs moments de maladresse, et même de mauvais choix. Ce manque de régularité offensive fait un peu tâche je trouve, alors que l'ailier semblait avoir toutes les clés pour tout dominer. C'est dommage. Maintenant, le titre a vite fait oublier cette mauvaise passe, surtout que malgré ses imperfections, quoi qu'on en dise, en tout cas selon moi, il reste le cœur et l'âme de cette équipe des Celtics. On parle d'un leader, d'un joueur très clutch, capable de sortir des performances légendaires. On parle d'un joueur du top 5 NBA quoi. À mes yeux, il ne lui manque encore qu'un petit peu de régularité pour pouvoir viser encore plus haut.
Allez, maintenant on enchaîne avec une montée qui fait bien plaisir, celle de Shai Gilgeous-Alexander qui prend 9 places par rapport à la saison passée pour arriver au rang numéro 4. Franchement, je ne vois pas comment il pouvait en être autrement, tant le Canadien a été phénoménal cette saison. De toute façon, vous l'avez vu de vos yeux, il a fini 2ème dans la course au MVP, et ça ce n'est pas rien. On parle d'un joueur qui en quelques saisons a fait passer le Thunder du statut d'équipe en reconstruction à celui de leader de la conférence Ouest, avec un bilan impressionnant de 57 victoires pour 25 défaites. Et puis il ne s'est pas arrêté là, puisqu'il a également mené son équipe jusqu'au 2e tour des playoffs. Pour ce qui est de son niveau individuel, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 30 points, 6 passes et 5 rebonds de moyenne. À 53% de réussite au tir, c'est difficile à test. Il est à la fois un attaquant létal, capable d'aller chercher ses points à l'intérieur comme à mi-distance, mais aussi un créateur qui sait trouver ses coéquipiers quand la défense se focalise sur lui. J'adore. Cette année, il s'est même imposé comme l'un des meilleurs défenseurs à son poste. Lui qui, mine de rien, a terminé 7ème dans la course au Depoy. Si vous voulez un two-way player avec SGA, nous avons un sacré spécimen. Puis ce qui est bluffant avec lui, c'est sa capacité à s'adapter en permanence. Que vous essayez de couper ses lignes de drive, de l'empêcher de prendre ses tirs en pull-up ou de le forcer à lâcher le ballon, il trouve toujours une solution. Avec sa capacité à changer de vitesse et sa vision de jeu de plus en plus affûtée, il a cette espèce de manière bien à lui d'attaquer le cercle et c'est super efficace. Même si sa team d'OKC a fini par perdre en 6 matchs face aux Mavs au 2e tour, voir à quel point il pouvait agir en leader d'une équipe aussi peu expérimentée que le Thunder mérite d'être reconnu. Il ne lui reste qu'à montrer qu'il peut réaliser ce genre de perf sur la durée, tout en passant pourquoi pas 1 ou 2 tours de playoff pour viser plus haut à l'avenir, et je pense qu'il en est capable. Go le podium maintenant, le top du top, et pour la 3ème place, on retrouve Giannis Antetokounmpo, qui perd un rang par rapport à l'année passée. On pourrait penser que c'est sévère pour le Greek Freak, ou alors trop tolérant, ça dépend des points de vue, alors laissez-moi vous expliquer le mien. Commençons par le positif, Giannis reste l'un des tout meilleurs joueurs de la planète, et ça c'est incontestable. En 2023-2024, il a encore tourné à des stats hallucinantes, plus de 30 points, 11 rebonds et 6 passes de moyenne, tout en shootant à 61% de réussite. Une machine. En attaque, il continue de dominer grâce à sa capacité unique à attaquer le cercle. Ses Eurosteps, ses dunks, sa force brute, aucune défense n'a encore trouvé la recette pour l'arrêter. Il est un cauchemar pour tous les coachs adverses, obligés de s'arracher les cheveux pour tenter de le limiter. Il est l'un de ces joueurs qui attire tellement l'attention des défenseurs qu'ils ouvrent littéralement des boulevards pour leurs coéquipiers. Et en plus de ça, vous le savez, Giannis Antetokounmpo, ce n'est pas seulement de l'attaque. Défensivement, il est tout aussi impactant, voire même encore plus. Grâce à sa mobilité et à son envergure monstrueuse, il peut protéger le cercle et switcher sur pratiquement n'importe quel poste. Un vrai poison, des deux côtés du terrain. Même en ayant remporté un titre et 2 trophées de MVP, il continue de jouer avec cette intensité folle, sans jamais lever le pied. C'est d'ailleurs ce qui le distingue, il ne s'est jamais reposé sur ses acquis. Ok, il a quelques faiblesses sur le tir extérieur ou sur les lancers francs, mais il est tellement dominant, impactant dans tous les autres secteurs du jeu que je veux bien le pardonner, aisément. Alors pourquoi cette baisse d'une place? Tout simplement parce qu'à l'instant T, il y a 2 joueurs que je place devant lui. Logique, non? Plus sérieusement, le grec reste une force monumentale, un joueur capable de mener sa team chaque soir vers la victoire. Mais le truc qui m'embête, c'est que voilà 2 saisons qu'il manque des matchs importants en fin de saison et en playoff, si bien que les Bucks n'ont plus passé un tour depuis 2022. C'est un peu la faute à pas de chance, car en saison, globalement, il manque peu de rencontres, mais je mentirais si je disais que ça n'a pas au moins un petit peu pesé dans la balance lorsque j'ai élaboré ce ranking. Maintenant, tranquille, voir Giannis à la place 3, ce n'est en rien un désaveu, ou encore un constat d'échec. Il reste un colosse, un joueur qui détruit tout sur son passage, et qui l'an prochain pourrait sans problème finir top 1, pourquoi pas. À 29 ans, il est encore en plein prime, et vu sa détermination, ça m'étonnerait même de ne pas le voir tout péter dès le début de la saison prochaine. En top 2 maintenant, voici Luka Doncic, qui connaît un excellent plus 5 dans ce classement. Cette hausse s'explique par sa saison tout simplement ahurissante et son impact sur le jeu qui continue de défier toute logique. Statistiquement parlant, on parle d'un arrière qui tourne à plus de 33 points, 9 rebonds et 9 passes de moyenne. Vous imaginez le chantier? Le Slovène est tout simplement capable de dominer dans absolument tous les compartiments du jeu offensif. Et l'an dernier, malgré la défaite en finale face aux Celtics, Luka Magic a définitivement prouvé qu'il était en mesure de porter une équipe vers les sommets. Avec les Mavs, il a éliminé 3 teams à plus de 50 wins en saison sans jamais avoir l'avantage du terrain, et tout ça en luttant avec des pépins physiques. En d'autres termes, il est un prodige offensif, et pour moi, il est même le MVP officieux de ces playoffs, alors qu'au final, il était du côté des perdants. Ça en dit long sur son niveau. Après, bien sûr, il a quelques faiblesses aussi, que ce soit dans son jeu défensif, et même sa condition physique peut-être, ce qui l'a un petit peu handicapé en playoff, et notamment en finale, lorsqu'il était cramé. Enfin bon, cramé, il a quand même tourné à 29 points par match dans cette série, et franchement, dans cette post-season, vous voyez un joueur meilleur que
que lui? Moi non. En fait, ce qui le rend si spécial, c'est que quand il a la balle dans les mains, il n'a aucune faiblesse. Il est un maestro de la passe, un créateur élite avec une façon létale de dégainer en pull-up, tout en possédant ce gène clutch qui fait la différence quand ça compte. Dans la raquette ou au périmètre, il est constamment capable de s'imposer avec une facilité déconcertante. Scorer 73 points dans un match ou faire des triples-doubles à plus de 60 points, ça vous paraît irréel, et pourtant, Luka est capable de produire de telles performances limite en dormant, c'est hallucinant. Je le répète, oui, il a quelques lacunes en défense, mais aujourd'hui j'ai vraiment appris à m'en foutre tant il est dominant de l'autre côté du terrain. Alors qu'est-ce qui lui manque pour viser le top 1? Un titre, rien d'autre. Et vu sa progression à son âge, ça pourrait arriver très vite, encore plus que ce que l'on ne pense. Et enfin, le grand vainqueur de Stop 100 pour la deuxième année consécutive, Nikola Jokic. Qui d'autre, sérieusement? On parle d'un joueur qui vient de remporter son 3e trophée de MVP en 4 ans, tout juste après avoir remporté le titre NBA en 2023 avec les Nuggets. Comment faire mieux? Franchement, j'ai déjà donné assez d'arguments qui expliquent son top 1, mais allez, pour la forme, je vais en dire un petit peu plus. Déjà, parlons chiffres, parce que bon, c'est assez exceptionnel. Le Joker a terminé la saison avec des moyennes de plus de 26 points, 12 rebonds et 9 passes, tout en shootant à plus de 58%. C'est du délire, et ce sont loin d'être des stats vides de sens, car dans la plupart des analytics, non seulement il domine la ligue, mais en plus il le fait avec une sacrée marge sur ses poursuivants, en termes de compréhension du jeu, de contrôle du rythme et de capacité à élever le niveau de ses coéquipiers, difficile de trouver, en septembre 2024, un joueur capable de faire mieux. Parce que oui, c'est ça qui rend Jokic si spécial, non seulement individuellement c'est exceptionnel ce qu'il fait, mais en plus de ça, il est capable de faire briller tous ses coéquipiers, tout le monde autour de lui. Que ce soit par ses passes laser, ses décisions impeccables ou sa manière de décortiquer les défenses, le Joker est un maître à jouer. Ce gars peut transformer n'importe quel 5 autour de lui en machine à gagner, et pour moi c'est ça la vraie marque des grands. Vous pouvez empiler les systèmes défensifs contre lui, il trouvera toujours le moyen de vous punir, que ce soit en finesse avec ses petits flotteurs ou encore en puissance au poste bas, ou même à 3 points avec son adresse. Et pourtant, malgré cette domination constante, cette saison s'est terminée avec un goût amer au fond de la bouche, avec cette défaite au Game 7 contre les Timberwolves au 2e tour. À ce moment-là, on a vu un Jokic cramé dans le 4e quart-temps, rincé, au point de ne plus pouvoir poser des écrans ou défendre efficacement, mais soyons honnêtes, il a de bonnes excuses, et ce n'est pas lui qu'il faut pointer du doigt en premier. Le manque de profondeur du banc des Nuggets et les ratés de ses coéquipiers comme Michael Porter Jr. totalement hors du coup par exemple représentent pour moi les véritables raisons de cet échec. En playoff, le Joker a encore tout donné, affichant des moyennes quasi identiques à celles de la saison. Franchement, que demander de plus? Oui, le Serbe est un ovni, un joueur comme on n'en a jamais vu avant lui dans le basketball. Il voit les choses avant tout le monde et délivre des passes parfaites avant même que ses coéquipiers aient compris qu'ils allaient recevoir la gonfle. Il est un joueur qui donne l'impression que tout est simple, et pour ceux qui critiquent encore sa défense, je ne suis pas d'accord. Ok, il n'est pas le plus athlétique, mais en termes de placement et de science du jeu, il n'a rien à envier à personne. En gros, Jokic, c'est le joueur qui, quand il est sur le terrain, transforme ta team en rouleau compresseur. Et si vous avez bien compris mes critères, vous admettrez rapidement que ça mérite amplement cette place au top 1, au sommet de mon ranking. Mais bon, ce qui m'intéresse, c'est que vous en pensez quoi, vous, de ce top 10, et plus globalement, de ce top 100 que j'ai réalisé et que je vous ai présenté ces dernières semaines. On arrive à la fin d'une très grosse série là, avec un tout nouveau format qui a été très difficile à produire, et pourtant je suis assez fier d'avoir l'impression d'avoir réussi à m'en dépatouiller. Pour ça j'y tiens, je veux remercier la poignée d'abonnés qui m'a donné son avis en début d'été, ça a été super utile, et pour les autres, vous le savez, j'ai vraiment hâte d'avoir tous vos retours dans la section commentaires. Allez-y.